Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Bonjour à tous et bienvenue dans les studios de la Voix des Grands Lacs. Nous examinons aujourd'hui les conséquences possibles et probables d'événements qui se passent très loin de la région des Grands Lacs, mais qui peuvent avoir un impact immédiat, sinon futur, sur la paix dans la région d'Afrique des Grands Lacs. Il s'agit de la situation actuelle en Afghanistan, qui, comme vous le savez, après le retrait des États-Unis d'Amérique, a tourné en moins de 10 jours à la débâcle de la première puissance mondiale. Effectivement, comme vous l'avez vu dans les médias, sur les chaînes de télévision, les talibans ont repris l'ensemble du pays en seulement 10 jours après le départ des troupes américaines. Dimanche 17 août 2021, ils occupaient déjà Kaboul, la capitale du pays. Mais coïncidence troublante, à quelques jours d'intervalle, des troupes américaines d'élite, c'est-à-dire les marines américaines, débarquaient à Kinshasa après avoir rencontré le président Tshisekedi et les chefs de l'armée congolaise. La destination finale connue est la province du Kivu à l'est de la RDC. Qu'est-ce à dire? Quelle est la signification exacte de tous ces événements qui d'apparence sont lointains mais qui peuvent avoir un impact immédiat sur le quotidien des populations d'Afrique des Grands Lacs et en particulier sur les populations de l'est de la République démocratique du Congo? Notre spécialiste de la géopolitique de l'Afrique des Grands Lacs, Patrick Meko, va décrypter tous ces événements et nous donner son point de vue. Patrick Meko, bonjour. Bonjour Jean-Marie. Aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe en Afghanistan et en Afrique, parce qu'il y a quand même des coïncidences qui ne trompent personne. Il y a effectivement quelques jours, on a vu les forces talibanes prendre en 10 jours, occuper tout l'Afghanistan. Après le départ des Américains, on se dit, mais les forces de la plus grande puissance mondiale sont restées dans ce pays pendant une vingtaine d'années. L'Amérique a formé des générations de militaires afghans, les a équipés, et puis comme ça, tout d'un coup, quand elle part, quand les troupes US se retirent, les talibans progressent et prennent la capitale en 10 jours. C'est quand même bizarre, non? Non, ça peut paraître bizarre à première vue, hein, si on analyse la question sous le prisme des éléments que vous avez relevés. Je pense ici à l'occupation américaine, à la formation des militaires afghans pendant plusieurs années. Donc, on s'attendait quand même à une certaine résistance de la part de ces militaires-là, vu leur formation. Donc, on parle de principe qu'ils ont été très bien formés par les Américains. Mais en même temps, il faut intégrer un autre élément que beaucoup d'observateurs et beaucoup de journalistes n'ont pas, ou même des universitaires en Occident n'ont pas vraiment regardé, ou qu'ils ont peut-être oublié. C'est l'histoire même de l'Afghanistan. C'est un peuple qui a toujours été très allergique à toute occupation étrangère. Il faut rappeler que c'est en Afghanistan que l'armée de l'Empire britannique s'est cassé les dents pour la première fois. Les Afghans avaient décimé plus de 16 000 soldats, 17 000 soldats qui composaient l'armée de l'Empire britannique. Ils ont laissé juste un seul survivant. Donc, exactement. Donc, c'est dans la nature même du peuple afghan. Donc, les gens ont peut-être été formés, reste à savoir s'ils étaient quand même contents d'être assujettis ou alors d'être occupés par une armée étrangère, en l'occurrence américaine, mais on peut ajouter aussi d'autres pays de l'OTAN. Et c'est là où je pense à ce niveau qu'il faut vraiment bien regarder les choses. Et de mon point de vue, l'effondrement qu'on a pu observer était prévisible au regard d'abord de l'aspect que je relevais tantôt, qui est lié à la résistance afghane à l'égard de toute occupation étrangère. Et deuxièmement, il faut aussi voir, est-ce que les Américains étaient allés là-bas pour faire de l'Afghanistan une grande démocratie comme on l'entend dans les médias? La réponse est non. Ils sont allés là-bas pour des raisons purement géopolitiques et géostratégiques. Et je pense que quand on analyse même le bilan de cette présence américaine, il faut se positionner en fonction des parties prenantes impliquées dans ce conflit.
Si sur le plan militaire, on parle quand même d'une certaine défaite, sur le plan stratégique, peut-être qu'ils ont atteint leurs objectifs parce que le complexe militaro-industriel, les politiques n'ont pas la même perception de la guerre que les militaires qui la font. Et donc, c'est un élément essentiel qu'il faut comprendre. Donc, en gros, oui, on peut être surpris par la rapidité de l'effondrement de l'armée afghane. En même temps, on pourrait dire aussi, oui, cet effondrement était prévisible au regard de l'histoire afghane et de la posture même des Afghans à l'égard des puissances étrangères. Il faut rappeler une chose aussi qui est essentielle, c'est que pendant plusieurs années, on a vu des militaires afghans attaquer des Américains qui étaient leurs alliés. On l'a vu, il y a eu des morts, beaucoup de soldats américains ont été tués par des policiers, parfois par des militaires afghans qui étaient formés par ces mêmes Américains. C'est pour dire que dans le mécanisme psychique des Afghans, il y a une perception de l'occupation qui fait que l'on soit militaire ou non, face à cette réalité de la force occupante, les gens résistent d'une manière ou d'une autre. Et moi, j'ai vu dans l'entrée, dans l'avancée des talibans, un feu vert, pas seulement même des États-Unis, parce qu'il y avait des négociations. Je pense que les Afghans ont simplement refusé de se battre contre leurs frères talibans. Après, il y a aussi cette vision que l'on a, les talibans sont des méchants barbus, mais il faut rappeler quand même qu'ils ont été formés par les Américains dans les années 80 contre les Soviétiques, et Ronald Reagan les qualifiait de combattants de la liberté. Voyez-vous? Donc, on est dans des ambiguïtés, dans des réalités géopolitiques et stratégiques qui font que, au regard de la situation, on peut dire oui, on peut être surpris d'un côté tout en n'étant pas de l'autre. Donc, ça dépend de comment on se positionne au regard de la situation. Justement, vous parlez d'intérêts géopolitiques que les Américains ont peut-être privilégiés plutôt que de combattre les talibans à l'arrivée. Quels sont les autres protagonistes dans l'affaire talibane, en fait? Plutôt afghane. Quels sont les pays de la région qui soutenaient jusque-là et qui continueront sans doute à les soutenir, les talibans, et qui étaient contre les talibans? Mais, pour ou contre, en fait, les gens ont beaucoup plus eu une posture attentive, attentiste, pardon. Et là, je parle des Chinois, des Russes, qui, eux, n'étaient pas impliqués. Hein. Ce sont les Américains qui sont allés là-bas avec leurs alliés. Mais la Chine avait déjà commencé à traiter avec l'Afghanistan depuis un moment. Donc, je crois qu'aujourd'hui, la Russie, la Chine, je crois qu'ils l'ont déjà fait, je ne sais pas, mais ils vont reconnaître les talibans, ils vont traiter avec. Il faut rappeler que pendant l'avancée des talibans, ces mêmes personnes avaient envoyé des délégations en Russie et en Chine pour expliquer leur projet et pour rassurer ces deux grandes puissances. Donc, ça veut dire aussi qu'on est en train d'assister quand même à un basculement important sur le plan géopolitique où l'Occident ne représente plus, en fait, où la puissance occidentale, la grande puissance occidentale est en train de se fasser au regard des réalités géopolitiques d'un monde multipolaire où des gens comme les talibans pensent qu'il faut peut-être traiter avec les Russes et les Chinois qui sont de plus en plus crédibles sur la scène internationale que les Occidentaux. Et donc, je pense qu'à l'avenir, et je crois même que les Occidentaux eux-mêmes vont s'aligner, vont reconnaître les talibans. Le Premier ministre Boris Johnson avait commencé par dire qu'on ne va pas le reconnaître. Il avait appelé les pays occidentaux à ne pas le faire. Et puis, j'ai vu qu'il a changé un peu son langage en disant « mais notre comportement va dépendre de la manière dont les talibans vont se comporter ». Moi, je pense qu'aujourd'hui, le gros problème de l'Occident, c'est sa diplomatie qui est devenue une diplomatie des réseaux sociaux, une diplomatie de l'émotion, alors que les Russes et les Chinois ont une diplomatie pragmatique et froide au regard des réalités auxquelles ils sont confrontés. Donc, je crois qu'au final, tout le monde va finir par reconnaître les talibans. En tout cas, les Occidentaux vont le faire parce que les autres pays commencent déjà à le faire et je pense qu'une personne ne va se passer de l'Afghanistan, qui est un pays quand même qui est très riche en ressources naturelles. Dans ce bourbier afghanais ou afghan, on ne parle pas des pays voisins. Il y a l'Iran, la Turquie qui n'est pas loin, il y a tous ces pays, le Pakistan, et les autres pays qui se terminent en un, Pakistan, le Pakistan, etc. Quelles étaient leurs positions et quel a été l'accueil de la victoire des talibans? Mais il y a des pays qui ont toujours joué. Bon, il y a d'abord une très grande inquiétude hein, dans la plupart de ces pays voisins parce qu'on craint que l'Afghanistan ne redevienne l'exportateur de djihadistes à travers toute la région. C'est ça le problème. Mais en même temps, ce n'est pas évident parce que les talibans sont en guerre contre l'État islamique.
Ce n'est pas évident parce que le positionnement d'Al-Qaïda n'a jamais été clair. Partant du principe que Al-Qaïda, au départ, n'était pas en fait un groupe organisé, c'était une base de données de la CIA. Une base de données que la CIA utilisait pour aller puiser des combattants qui allaient se battre contre des soviétiques. Donc tout ça est essentiel à comprendre dans l'observation qu'on peut faire de la situation dans la région. Aujourd'hui, la plus grande crainte des gens, c'est d'avoir affaire à des groupuscules violents, extrémistes. Et les talibans sont en train de rassurer à ce sujet-là, mais on ne sait pas encore ce que l'avenir nous réserve. Donc, comme nous ne sommes pas des dieux ou dieux pour savoir ce que l'avenir nous réserve, nous pourrons que observer en émettant des analyses de manière anticipative pour dire que oui, il y a des pays qui vont se positionner sûrement en fonction de cette réalité-là aussi. Ça, c'est sûr et certain. Parce que le gros problème pour les pays de la région, c'est vraiment sur le plan sécuritaire. La Russie, il faut quand même, parce que les Russes ont eu à avoir affaire à des groupes intégristes chez eux au niveau du Caucase pendant longtemps. Et la plupart de ces groupes-là, parfois, partaient aussi de cette région d'Asie centrale. Donc, il faut vraiment regarder sur le plan sécuritaire. Les gens vont se positionner en fonction des réalités sécuritaires et pas autre chose. Après, vous avez des puissances comme la Chine qui, elle a besoin des ressources naturelles. Et donc, il y a l'Afrique, elle s'approvisionne en Afrique, mais l'Afghanistan est un bon, est un bon guichet de matières premières. Donc, je pense, guichet automatique des matières premières. Je pense que les Chinois aussi vont appuyer là-dessus. Je suis sûr qu'ils vont même beaucoup investir en Afghanistan avec les talibans. Et puis, il ne faut pas faire le procès aux talibans au regard de ce que disent les médias occidentaux. Il faut le faire vraiment au regard de la réalité du terrain et des études qui ont été faites sérieusement sur ces gens-là. Mais justement, en parlant de la Chine qui prend ses matières premières en Afrique, l'affaire de Kaboul et de l'Afghanistan en général, la rentrée des troupes américaines ne cesse d'interroger parce qu'on a constaté qu'au moment où les troupes américaines se retiraient de Kaboul et de l'Afghanistan en général, on les a vus débarquer à Kinshasa. Enfin, pas les mêmes troupes, mais les forces des marines américaines qui ont débarqué à Kinshasa, qui ont rencontré le chef de l'État, les chefs militaires congolais, et qui, aussitôt, sont allés à l'est de la République démocratique du Congo, officiellement pour aider le Congo à combattre les terroristes islamistes de l'ADF et pour renforcer en fait l'état de siège dans ce pays. Je vais vous lire quelques questions que se posent certaines personnes très ordinaires hein, et qui disent, mais après l'annonce notamment de l'envoi de 250 enfants afghans au Rwanda, des jeunes réfugiés, toute une école en fait, et qui est transposée ou transplantée au Rwanda pour finir l'année scolaire, et d'autres centaines en Ouganda, il y en a qui se disent, mais le Rwanda n'est peut-être pas un transit, il faut intégrer d'autres éléments et analyser en profondeur. Et l'autre qui dit, une telle décision doit avoir été planifiée depuis longtemps. Ces Afghans ne savent probablement pas où se trouve le Rwanda, et je vois mal les fonctionnaires du HCR, et ça c'est important effectivement, je vois mal les fonctionnaires du HCR penser au Rwanda pour accueillir les réfugiés afghans. C'est une question qu'on a le droit de se poser. Et donc, il continue comme ça, des questions simples dans les Twitter ou sur WhatsApp ou sur d'autres médias sociaux, des gens qui se posent des questions tout à fait légitimes. Que viennent faire les Afghans ou les réfugiés afghans dans la région des Grands Lacs? D'abord, un côté, les Américains à l'est, à côté de l'Ouganda et du Rwanda, et de l'autre, des Afghans qui débarquent comme réfugiés. C'est tout à l'honneur de l'Ouganda et du Rwanda d'avoir accepté de recevoir, bien sûr, ces réfugiés. Mais ce n'est pas la destination normale de réfugiés afghans. Ils ne vont pas en Afrique centrale ou en Afrique de l'Est. Les Rwandais, je vois mal des Rwandais aller comme réfugiés en Afghanistan ou en Turquie. En Turquie, oui, ils y vont de temps en temps. Ou au Pakistan. Qu'est-ce que vous pensez qu'il puisse y avoir comme relation entre ces événements? Il y a, bon, ces deux événements quand même
différents, mais il peut y avoir de liens, ça c'est sûr. La première chose qu'il faut savoir, c'est que l'entente de l'Ouganda, du Rwanda avec les États-Unis pour le HCR pour recevoir des réfugiés euh, n'a pas encore été. Avec le Rwanda, je pense que ça a été conclu, je crois, mais avec l'Ouganda, il y a des discussions sur les modalités. Euh, à première vue, moi, je pense que pour le Rwanda surtout, le Rwanda veut profiter de ce genre de situation pour se faire, pour se construire une certaine image sur la scène internationale. Parce que Kagame, de ce point de vue, on peut ne pas l'aimer, mais il profite de toutes les occasions pour faire parler du Rwanda, pour faire parler de lui. Sur le plan de la communication, on peut dire que c'est bien joué. Maintenant, il faut être réaliste, il faut comprendre quand même les enjeux qui sont sur le terrain, surtout dans la région des Grands Lacs. Je tiens à rappeler quand même qu'il y a eu des réfugiés libyens qui étaient au Rwanda. Est-ce que vous en entendez parler encore aujourd'hui? On a oublié, on n'en parle plus. Parce que le Rwanda reçoit des fonds aussi par rapport à tout ça. Il ne faut pas l'oublier. Et même l'Ouganda aussi. Ces gens-là arrivent, et l'élite dirigeante profite de la présence de ces gens-là pour se faire de l'argent sur leur dos. Après, il faut faire très attention parce qu'on ne sait plus la suite, on ne sait pas trop la suivre. Si je prends le cas des Libyens, on ne sait pas trop aujourd'hui où ils sont. Aujourd'hui, avec les Afghans, on risque d'avoir le même problème. Maintenant, est-ce qu'il y a un lien direct entre la présence des Afghans, la prochaine présence des Afghans dans la région et la présence des forces américaines dans la région? Pas nécessairement, mais il faut se poser quand même des questions sur une chose, c'est que, pardon, euh, on ne sait pas trop qui sont ces gens-là, ces Afghans qui arrivent. Oui, il y a des gens qui sont des civils, qui sont des gens sérieux, mais parmi eux, on peut avoir des infiltrés. Et je rappelle aujourd'hui qu'il y a, et je discutais de ça avec une connaissance dans un pays européen, actuellement, les services de renseignement des pays européens sont en train de scruter à la loupe le mouvement de ces Afghans-là parce qu'on soupçonne les talibans d'avoir injecté des gens là-dedans. Et si nous nous retrouvons avec les infiltrés des talibans dans la région, nous risquons d'avoir des problèmes parce que les États-Unis sont en train de créer les conditions d'une forme d'islamisation de cette région est, de cette région des Grands Lacs. Et là, maintenant, c'est là où je peux maintenant établir un lien indirect, certes, mais qui peut, avec le temps, se confirmer, créer des situations inattendues. Quand les États-Unis arrivent dans la région et disent que nous sommes là parce que nous voulons aider l'armée congolaise, on comprend. Mais quand ils ajoutent que c'est pour combattre les islamistes de Daesh et de l'ADF, là, je pense qu'on peut en douter. Pour une raison très simple, c'est que nous savons que oui, il y a des prétentions islamistes dans ce coin-là, mais il n'y a pas de présence prouvée de Daesh dans cette région. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'il y a une lutte à bas bruit entre les États-Unis et la Chine pour le contrôle des ressources naturelles de cette région. Et on le sait maintenant, les États-Unis sont en train de manœuvrer à travers Félix Tshisekedi pour mettre la Chine hors jeu en RDC. Et les intérêts chinois dans le Kivu ont été sérieusement bousculés ces dernières semaines. Et à partir de ces éléments-là, on peut mieux comprendre le positionnement américain qui est beaucoup plus global, qui ne se limite pas seulement à une question de réfugiés ou de formation d'un groupe de gens dans un parc. Les États-Unis peuvent former des gens sans nécessairement se déployer de la manière dont nous observons sur le plan diplomatique et militaire. Et c'est là où je pense que les gens doivent être très prudents. Parce qu'en disant, en insistant sur la présence des islamistes, on cherche à rentrer dans la tête des gens une réalité qui n'existe pas, de sorte à créer les conditions de cette situation inexistante-là, qui va devenir à un moment donné réelle. Et après, on pourra justifier des opérations, des positionnements dans la région. J'ai écrit un article sur Sputnik il y a quelques mois sur la réalité de Daesh à l'est du Congo. Les rapports des Nations Unies, le dernier rapport des Nations Unies est très clair. Il n'y a pas de traces de l'État islamique. Par contre, les Américains nous disent qu'il y a des traces de l'État islamique. Et ce sont eux qui sont les premiers à avoir dit, quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir, ils ont dit oui, nous allons combattre l'État islamique à l'est du Congo, alors qu'il n'y avait rien, on n'avait aucun signe. Et à l'époque, j'avais fait un texte pour dire que ce genre de discours risque de créer justement les conditions d'une islamisation réelle dans cette région. Et une semaine après, on entendait l'État islamique faire un communiqué dans lequel il disait qu'il allait s'en prendre aux gens à l'est du Congo. Donc, il y a eu une coïncidence très bizarre. Et quand on sait
que l'État islamique est instrumentalisé, que certains communiqués attribués à l'État islamique ne proviennent pas nécessairement de lui, on comprend que les États-Unis ont des velléités dans cette région qui sont très inquiétantes et qui n'ont rien à voir avec leurs prétentions de formation des gens pour les aider à combattre le terrorisme. On veut juste créer des conditions d'une réalité géopolitique complexe et instable qui va faire que les États-Unis pourront justifier leur présence dans la région pour faire la guerre de manière très subtile à leurs véritables adversaires, qui sont les Chinois et les Russes, qui ne sont pas loin dans la région. Donc, je pense qu'il faut avoir un regard global par rapport à tout ça. Et dans cette configuration, il faut craindre que l'on se retrouve avec des barbus qui ne sont pas censés être là, mais qui vont être là à cause de cette histoire d'Afghanistan et qui pourront se faufiler là pour créer des choses un peu étranges. Je rappelle une chose, juste pour jeter un coup d'œil sur les rétroviseurs de l'histoire. En 2012, les Américains avaient lancé l'opération Coney 2012. Vous vous rappelez de cette opération? Obama avait déployé des forces spéciales américaines en Centrafrique pour traquer Coney. On a su par la suite que ça n'avait rien à voir, que c'était une histoire de renseignement, une histoire de géopolitique et de géostratégie dans la région, où les Américains avaient des vues. Donc, il ne faut pas perdre tout ça de vue. Quand on met ensemble cette histoire de réfugiés, cette position américaine et tout ça, je pense qu'on ne peut qu'avoir une certaine distance critique en se disant, faisons attention. Oui, on peut recevoir des gens, mais je trouve très bizarre qu'on prenne des Afghans, donc en Asie centrale, pour les ramener quelque part dans une région qui est très instable, qui est problématique, et dans un Rwanda qui est surpeuplé et qui se charge des espaces, parce que c'est ça aussi l'autre problème. Le Rwanda se charge des espaces, on voit ce qui se passe à l'est du Congo. Et c'est le même Rwanda qui dit, ben moi, je peux recevoir vos gens chez nous. Il y a quelque chose qui cloche. Donc, on a d'un côté, de mon point de vue, des ambitions des chefs d'État de la région qui veulent se faire de l'argent derrière ces gens-là et profiter de la situation pour se faire une bonne image sur la scène internationale. Et parallèlement à ça, vous avez des grandes puissances, en l'occurrence les États-Unis, qui se positionnent en fonction de cette réalité qu'ils veulent créer sur la question islamiste pour faire la guerre en même temps par ricochet à leurs adversaires chinois et même encore aux Russes qui sont positionnés non loin de là en Centrafrique. Écoutez, je pense que l'Afrique des Grands Lacs n'est pas sortie de l'auberge. Alors qu'on pensait que l'état de siège, que les pays voisins et autres étaient en train de chercher la solution avec la RDC pour mettre fin aux rébellions multiples et endémiques pour finir, qui sont là depuis plus de 20 ans, ne voilà-t-il pas qu'une guerre en fait plus internationale risque de s'abattre sur cette région? Donc, si les États-Unis risquent de profiter de l'affaire afghane ou de l'affaire des ADF pour faire la guerre à la Chine, la guerre commerciale, bien sûr, jusque-là, le Rwanda, on le voit, comme vous l'avez dit, on peut aimer Kagame ou le détester, il sait quand même profiter de ce genre de situation. Là, il est en train de se positionner véritablement comme le champion de la guerre contre les islamistes. C'est ce qu'il a fait en envoyant des troupes au Mozambique. Et c'est ce qu'il fait maintenant en recevant des réfugiés afghans qui sont chassés et persécutés par les talibans, entre guillemets. On ne sait pas s'ils ont vraiment été menacés, mais en tout cas, le fait est qu'il y a une convention, il y a un contrat pour qu'ils aillent au Rwanda. L'Ouganda, vous le dites, négocie. Le Rwanda n'a même pas eu le temps de négocier. Ils ont dit qu'ils viennent, on va les recevoir. Est-ce que cette guerre entre la Chine, plutôt entre les Américains qui veulent chasser la Chine de l'Est du Congo, ne risque pas de faire revenir le Rwanda à l'Est du Congo, puisqu'il y a comme une alliance, une sainte alliance entre les États-Unis qui viennent de l'Afghanistan, qui vont faire la guerre aux ADF, une alliance entre le Rwanda qui fait aussi la guerre contre les islamistes dans la région. Qu'en sera-t-il de la sécurité à l'est de la RDC? Il y a une chose qu'il faut comprendre aussi dans tout ça, c'est que la fabrication de l'ennemi est une stratégie qui est beaucoup utilisée par les pays occidentaux, à commencer par les États-Unis. Je ne sais pas si c'est la bonne phrase, mais je sais qu'un proche c'était Boris Eltsine ou Gorbatchev, je ne sais pas, mais qui avait dit à ses homologues américains pendant les négociations à la fin des années 80, il avait dit « Nous allons vous rendre le plus mauvais service, nous allons vous rendre un très mauvais service, nous allons vous priver d'ennemis. »
C'est-à-dire que quand un ennemi qui existe justifie des politiques, des budgets au niveau de la défense, des stratégies. Quand l'ennemi n'existe pas, vous n'avez pas de budget important, vous n'avez pas de stratégie à déployer. La raison pour laquelle je le dis, c'est pour dire que quand vous regardez cette histoire d'ADF et tout ça, on les crée, les ennemis. Les ADF, on ne sait même plus c'est quoi, en réalité. Moi, je n'ai jamais vu des rebelles ougandais qui, en lieu et place de combattre le gouvernement en place en Ouganda, s'attaquent à des civils en RDC. On n'a jamais vu ça. Deuxièmement, quand on parle de la fabrication de l'ennemi, vous avez un bel exemple, puisque en tant que Rwandais, vous connaissez l'histoire des FDLR. Kagame en a fabriqué. Les Nations Unies ont beau expliquer dans leur rapport que ça n'a rien à voir. On continue à ressasser que les FDLR représentent une menace pour la sécurité du Rwanda et de ce fait, on justifie les interventions rwandaises en RDC. Maintenant, quant à l'alliance dont vous avez parlé, je pense qu'il y a déjà des alliances dans la région puisque les Rwandais sont présents en RDC. Silencieusement, certes, mais ils sont là, les troupes rwandaises. Et les éléments de Kigali sont là. Ce que moi je crains aujourd'hui, c'est que cette situation embrase toute la région, à moyen et à long terme. À court terme, ça va, mais à moyen et à long terme, on peut craindre des choses. Parce on voit, comme j'ai dit, on va créer les conditions d'une réalité inexistante. C'est-à-dire que cette histoire d'islamisme, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'islamisme dans ce coin, je dis simplement qu'on peut juste les exacerber et emmener les gens, instrumentaliser des groupes intégristes, les emmener à adopter des comportements qui vont justifier d'autres comportements. Et c'est là où la question devient sensible. Maintenant, quand vous parlez du rôle du Rwanda, le Rwanda est un État mercenaire. Depuis que Kagame est arrivé au pouvoir, le Rwanda se comporte comme un État mercenaire, mais beaucoup d'Africains ne le comprennent pas. Je vous donne un exemple. Quand le Rwanda intervient au Congo, c'est d'abord pour ce qu'il y a un agenda qui est occidental. Le Rwanda va greffer son agenda à l'agenda occidental. Quand le Rwanda intervient aujourd'hui, vous avez dit au Mozambique, j'avais dit, je crois avec vous, je ne sais plus, dans une conférence que j'ai donnée récemment en France, j'expliquais qu'il faut bien observer ça. On nous parle de combat contre les islamistes. D'accord. Mais moi, ce que je constate aussi, c'est que les troupes rwandaises se sont déployées autour des installations de Total. Quelque temps après la rencontre entre Emmanuel Macron et Kagame, après le théâtre qu'ils ont fait à Kigali, et puis à Paris. Le Rwanda, dans ce cas-là, ne joue-t-il pas le rôle de mercenaire pour une cause française, tout en essayant de se positionner en fonction de ses intérêts? On l'a vu en RDC. C'est sûr que c'est ça qui est en train de se passer au Mozambique, de mon point de vue. Je peux me tromper, mais je suis sûr et certain que le Rwanda est allé d'abord là-bas, pas pour les djihadistes, mais avant tout parce qu'il y a des intérêts à défendre, parce qu'il a des intérêts à faire prévaloir là-bas. Parce qu'il faut rappeler que dans la région des Grands Lacs, le Rwanda est isolé. Il n'a que la RDC comme allié, comme partenaire. Ironie de l'histoire, cruelle ironie de l'histoire, puisque c'est la RDC qui a été citée par le même pays, qui devient le meilleur allié du Rwanda, dans une autre sous-région, où tout le monde regarde Kagame avec des yeux avec suspicion. Je parle du Burundi, je parle de l'Ouganda. Bon, la Tanzanie, avec la nouvelle présidente, essaie de se positionner. Mais on sait quelle est la position du Rwanda dans la région. Donc, le Rwanda, ayant compris cela, se cherche de déboucher ailleurs. Mais ayant toujours eu ce réflexe d'État mercenaire, on veut rendre service. Et même quand on reçoit les Afghans, c'est moyennant de l'argent. C'est-à-dire qu'ils acceptent tout ce qu'on leur propose en autant qu'on les paye pour ça. Donc, c'est un État mercenaire. Les gens qui dirigent le Rwanda ont une mentalité de mercenaires pour des grandes causes, même si, à travers ces causes-là, ils vont faire triompher leurs propres intérêts. Ça reste des mercenaires et c'est comme ça qu'il faut voir ça. Et c'est très inquiétant. Pourquoi? Parce que quand on a un État mercenaire, on n'a pas une vision globale de la situation. Le mercenaire regarde tout ce qu'il gagne sur le moment. Il ne voit pas à moyen, à long terme. Et la preuve en est que les interventions rwandaises en RDC aujourd'hui sont en train de révéler à la face du monde le véritable visage de ce régime qui est à Kigali, que les gens ont pendant longtemps glorifié. Et parce que les mercenaires qui étaient à Kigali ne comprenaient pas à ce moment-là qu'à un moment donné, il y aura un effet boomerang, ils ont continué à faire leur travail de mercenariat en faisant prospérer leurs propres intérêts dans la région. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui au Mozambique. Et je crois aussi que c'est comme ça qu'il faut interpréter leur acceptation systématique de toutes les demandes qui sont faites en Occident et qui concernent le Rwanda. On l'a vu avec les Libyens,
On le voit aujourd'hui avec des Afghans. Demain, ce sera avec qui? Les Rohingyas ou les gens qui sont dans ce coin-là? On ne sait pas. Mais je rappelle que le Rwanda a des problèmes de terre. Le Rwanda a des problèmes d'espace. Comment comprendre que ce même Rwanda accepte d'accueillir des gens chez lui alors qu'il a lui-même des problèmes d'espace pour son propre peuple? C'est la mentalité des États clients, des États mercenaires. Maintenant, il faut faire attention, il faut craindre, en tout cas, espérant que tout ça ne va pas mener à un embrasement généralisé dans la région, vu les susceptibilités, les rivalités régionales, le positionnement des grandes puissances et le positionnement de leurs adversaires, des adversaires de ces grandes puissances-là. Donc, il faut craindre qu'on ne se retrouve pas dans une situation de chaos généralisé, encore une fois, dans la région des Grands Lacs. État mercenaire, vous l'avez bien dit, et c'est très, très probablement la vraie raison, la course à tout ce qui peut ramener de l'argent au Rwanda, en fait, parce que le Rwanda est payé, le gouvernement rwandais est payé pour toutes ses actions, que ce soit en Centrafrique, que ce soit en Mozambique, que ce soit à l'est de la RDC, et que ce soit maintenant pour l'accueil des réfugiés afghans. Hier, c'était les Africains, les réfugiés en Libye et qui tentaient de traverser la Méditerranée. Le Rwanda les a récupérés. Effectivement, on n'en entend plus parler. Où sont-ils allés? Que font-ils? Est-ce qu'ils sont au Rwanda? Est-ce qu'ils se sont dispersés ou sont-ils rentrés dans leur pays? Après, quand même avoir permis au Rwanda d'encaisser 3 500 € par tête de réfugiés. Allez chercher à savoir. Mais il y a aussi une autre raison. Avant de terminer notre entretien, je pense, Patrick Beko, le régime de Kigali, plutôt que l'État maintenant, le régime joue sa survie. C'est-à-dire qu'il sait que sans l'appui des grandes puissances, le régime du FPR ne peut pas survivre. C'était un régime minoritaire, extra-minoritaire, qui ne tient que par la force des armes. Et pour continuer à avoir une forte armée, il faut vendre cette armée aux puissances. Il faut montrer à ces puissances qu'elles ont besoin de l'armée rwandaise pour occuper l'Afrique, en fait. Mais donc, si vous permettez, Jean-Marie, j'aime beaucoup cette citation de Howard French, de New York Times, qui avait couvert les événements dans la région des Grands Lacs. Il l'a dit. Pourquoi le Rwanda et l'Ouganda sont importants pour nous, parlant des Américains? Il répond en disant parce qu'ils peuvent faire des choses pour nous sans qu'ils n'aient à le faire nous-mêmes. Leurs hommes peuvent être déployés sur des terrains des opérations et mourir pour nous. Voilà pourquoi il devient important d'avoir des États clients qui font des choses qu'on leur demande de faire. Là, je résume ce qu'a dit, je paraphrase ce qu'a dit Howard French, mais ça résume clairement ce que l'État rwandais. Et j'ai aimé la nuance que vous avez faite parce que ce que fait le FPR, ce n'est pas pour le Rwanda, c'est pour le FPR, c'est pour l'élite dirigeante. Et moi, je suis sûr que le jour où cette élite tombera, le Rwanda se retrouvera dans la rue. Parce que c'est un pays pauvre qui vit encore une fois de l'aide étrangère. Même si on veut nous faire croire que le Rwanda est un pays extrêmement prospère, mais moi, je n'ai jamais vu un riche qui fait l'aumône. Donc, on fait croire ça aux gens à travers des campagnes de propagande dans des journaux, dans des grands médias occidentaux, par des lobbies, par des firmes de relations publiques et tout ça. Mais la réalité reste que le Rwanda est un pays pauvre, avec une élite qui ne pense qu'à elle-même et pas à la population rwandaise. Et donc, nous sommes dans cette configuration-là, et les années à venir seront riches d'enseignements parce que les gens se rendront compte que derrière tout ce qu'on présente sur le Rwanda, se cache un très grand mirage. Écoutez, ce sera peut-être le mot de la fin. La prochaine fois, on parlera plus de la République démocratique du Congo parce que dans tout ça, il y a bien sûr la main du président Tshisekedi et de son gouvernement, dont on ne comprend pas trop où se trouve son intérêt dans les médias par rapport notamment à la place du Rwanda dans ce magma, parce que ça va chauffer. Qu'est-ce que ça va avoir comme implication, comme conséquence sur la sécurité en RDC? Patrick Beko, je vous remercie d'être venu une fois encore nous aider à comprendre cette situation les choses se passent en Afghanistan au départ, mais les conséquences ou l'impact ont une magnitude qui nous dépasse. Ça vient jusqu'en Afrique centrale, ça vient jusque chez nous, jusqu'en RDC et au Rwanda. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée. Au plaisir, Jean-Marie. À très bientôt, Patrick. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix.
Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation?